dans des expériences personnelles, un suicide, pas au bureau, on n'impute pas à l'entreprise, mais un comptable, il s'est suicidé. Ça n'est jamais arrivé. On ne dit rien. L'entreprise ne dit pas, je vous propose qu'on ait un moment de minute de silence pour notre collègue. Rien. Il ne s'est rien passé. Alors comment on explique ça? Moi, j'explique ça de deux façons. Une façon très basique, c'est ils sont dépourvus, démunis d'outils, de démarches, ils n'ont pas été formés. Ça ne les intéressait pas jusqu'à là. Et puis, une façon plus sournoise, c'est beaucoup de gêne. Beaucoup de gêne. Un fond de culpabilité. Et donc deux défenses massives qui sont le déni et la répression, le refoulement. Ça n'est pas arrivé. Il ne s'est rien passé. Alors évidemment, on ne peut pas rester là, parce que les syndicats parfois n'en restent pas là, l'inspecteur du travail n'en reste pas là. Et donc, il y a un moment, quand ça se produit trop souvent à répétition dans les grands groupes, l'exemple que je vous donnais était dans des PME, là, il faut réagir. Donc, qu'est-ce qu'elles font les entreprises? Alors, vous savez qu'en médecine, on distingue trois types de prévention. La primaire, la secondaire, la tertiaire. La primaire, c'est je change la situation de travail. Il est dans une ambiance à 110 décibels, je lui mets un casque anti-bruit. Je diminue le bruit, les décibels. La prévention secondaire, je lui mets un casque anti-bruit, et la prévention tertiaire, même une fois qu'il est sourd, je l'appareille. D'accord? Un peu tard, mais enfin bon, voilà. Donc vous comprenez, primaire, secondaire, tertiaire. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises? Ben, vous en doutez, on ne va pas dépenser un argent fou pour réduire les cadences, pour des choses comme ça. On va aider les gens à supporter le stress, to cope, on dirait. Il y a une littérature immense en anglais sur le coping. Comment gérer mon stress? Donc, ça peut être des tas de choses, ça peut être du coaching, ça peut être de la relaxation, ça peut être des préventions, des centres d'appel, prévention secondaire, des numéros verts, ça s'est beaucoup développé, il y a un business là-dessus. Alors, l'étape d'après, c'est de dire, oui mais quand même, là on est en train de mettre un peu de là où ça fait mal, mais de quoi on parle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sérieux? Bon, etc. Et là, on arrive de dire, mais est-ce qu'on peut mettre notre main sur ce phénomène? Alors, vous avez trois façons de le cerner. Vous avez le ressenti des personnes, le moins cher est probablement indispensable et le plus facile. Vous avez des mesures médicales, plus difficiles, plus coûteuses, moins claires. Et puis, vous avez des mesures approximatives, des stresseurs ou nuisances dans la situation de travail, les contraintes de temps, etc. Mais là, on peut discuter beaucoup. Donc, finalement, on va faire des enquêtes d'opinion. France Télécom, c'est ça. C'est une énorme enquête d'opinion sur 110 000 personnes, 110 000 répondants, je crois, sur le stress, etc. Un outil qui est le WOC, alors je m'excuse pour le nom barbare, hein, WOCCQ. Bon, c'est très scientifique, c'est deux universitaires de l'Université libre de Liège, Véronique de Keyser, qui est une ergonome célèbre, et Isabelle Ansès, qui a fait sa thèse là-dessus. L'INRS le recommande, mais ils ne sont pas commerçants, ils ne sont pas consultants et ils n'ont pas une diffusion énorme en France par rapport à d'autres. Bon. Et puis il y a également un spin-off de chez eux qui s'appelle ISW Limit, qui est à Louvain-la-Neuve et à Nimègue, et qui eux sont plus commerçants. Quant aux Canadiens, ils ont une avance considérable, en particulier à Laval sur nous. Jean-Pierre Brun, par exemple, est un expert mondial reconnu sur ces problèmes-là. Alors, la mesure du stress, comment on fait? Vous vous souvenez qu'il y a d'un côté la situation avec des stresseurs dans la situation, et de l'autre côté, vous avez des salariés et ce qu'ils sentent ou ne sentent pas. La façon dont on procède en général, c'est de mesurer des deux côtés, c'est-à-dire regarder objectivement du côté de la situation des stresseurs. Est-ce qu'il y a du travail de nuit? Est-ce que je suis à 130 décibels? Est-ce qu'il y a des risques d'accidents continuels? Ça, c'est objectif. Mais en même temps, sur cet aspect de la situation, je vais demander également aux salariés comment ils vivent leurs relations hiérarchiques. Est-ce qu'ils pensent que l'ambiance est bonne?
Est-ce qu'ils pensent que l'équilibre contribution-rétribution est bon? Donc ça, c'est du côté des stresseurs et de la situation. Et parallèlement, je vais demander aux salariés son ressenti physiologique, c'est-à-dire quel impact psychophysiologique le stress a éventuellement sur lui. Et là, je vais voir des problèmes de sommeil, des problèmes d'humeur, des problèmes gastro-intestinaux et toute la cohorte habituelle des relations, des réactions anxio-dépressives, perte d'appétit, perte de plaisir, etc., etc. La première chose que je voudrais mettre en avant, c'est si dans son entreprise, il y a des représentants du personnel et un CHSCT, il faut absolument qu'il lance une démarche conjointe. Et bien sûr, dans les recommandations, il y en a une qui est assez classique, même si elle est fondamentale, c'est la sensibilisation des managers qui ne connaissent rien à l'ergonomie, rien à la physiologie, rien à la médecine, et qui ont simplement des leçons de maintien sur le bon manager, mais on ne les aide pas, on ne leur donne pas de connaissances scientifiques. Et une autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est d'intégrer dans les projets de restructuration, dès le départ, cette dimension-là. Alors là, il y a du travail. Alors il y a une autre chose qui est intéressante, mais qui est complètement inconnue en France, mais que j'ai rencontrée en Allemagne et en Suisse, c'est le coût du présentéisme. Alors le présentéisme, moi je croyais, en bon français, que si vous avez 10% d'absentéisme, le présentéisme c'est 90%. Bravo, bravo. Quand même 90% qui sont là. Mais non, c'est pas ça. C'est que les 90% qui sont là, mais dans quel état ils sont? Dans quel état sont-ils? Eh bien, en France, bien sûr, où il y a peut-être un petit peu de laxisme sur les certificats de maladie, etc. On sait par exemple en France qu'à maladie égale, les cadres sont 3 fois moins absents que les employés ou les ouvriers. Bon. Mais ça veut dire aussi, donc je reviens sur mon présentéisme, que les cadres, ils viennent même malades, même en mauvais état. Mais dans quel état ils sont pour travailler? Et là, il y a eu une étude incroyable, comme les Américains le font, Dow Chemical, sur toutes ces usines. Sur une base déclarative où les gens disaient tant de jours par an, je viens travailler, mais j'ai fonctionné à 50% de ma capacité normale. Et j'ai fait des erreurs. Et après, ils chiffraient. Alors vous pouvez chiffrer en masse salariale chargée, vous pouvez chiffrer peut-être avec d'autres coûts induits, et ils arrivaient à des chiffres considérables. Ben, en France, c'est pas mûr parce qu'on n'a pas encore compris que c'était un problème. J'ai remarqué que les Suisses, les Allemands, et je n'ai pas été voir en Europe du Nord, commencent à s'intéresser au problème. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans.